Merci beaucoup. Stéphane Marquis, si vous voulez bien me retrouver à mes côtés. Stéphane Marquis, vous êtes directeur de clientèle commerciale au sein de la Société Générale à Nice, c'est bien ça? Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre accueil. Merci à vous de nous retrouver. Alors, avant de parler d'aujourd'hui, parlons tout petit peu d'hier sur la Société Générale. Vous m'avez dit que, puisque nous sommes industriels, la Société Générale était née de l'industrie. Expliquez-moi ça. Oui, en effet. Donc, effectivement, ça tombe pile poil, si j'ose dire, par rapport à la thématique de ce salon. C'est qu'à l'origine, l'image qu'on a de la Société Générale. Oui, pour la petite histoire, Société Générale dispose aujourd'hui de plus de 155 ans d'histoire et a été fondée à l'origine par un groupe d'industriels et de financiers qui avaient pour vocation de favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France. Donc, effectivement, l'industrie fait vraiment partie de l'ADN du groupe Société Générale. Littéralement, c'est ça. Alors, comment est structurée la Société Générale ici pour répondre aux besoins au mieux aux besoins des entreprises, puisque c'est ce qui nous intéresse. D'accord. Alors, bien sûr, Société Générale est un groupe d'enseigne nationale, mais qui veut garder, bien sûr, de la proximité. Donc, d'où l'avantage d'allier à la fois une couverture nationale, voire internationale, avec des acteurs de proximité. Qui, en fait, le leitmotiv, c'est d'associer aux besoins du client, selon sa taille, ses problématiques, le meilleur interlocuteur en face de lui. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs équipes qui peuvent travailler dans le marché, effectivement, de l'industrie, des centres d'affaires, des espaces professionnels qui vont effectivement s'occuper de la clientèle qui réalise un chiffre d'affaires jusqu'à 1,5 million et moins de 10 salariés. Bon, après, il y a quelques exceptions, mais globalement, il faut bien segmenter le marché. Et en règle générale, ce type de clientèle privilégie souvent une agence de proximité. Et au-delà, donc c'est là que, entre guillemets, toutes nos équipes du centre d'affaires basées à Nice Arenas interviennent. Donc, à partir d'1,5 million de chiffre d'affaires à 10 salariés, donc ce qu'on appelle des centres d'affaires, entreprises, effectivement, qui présentent l'avantage de mixer les compétences et de disposer de plateaux techniques assez importants, de façon, effectivement, encore une fois, à répondre aux besoins. Sachant que pour la clientèle, on va dire, à partir de la clientèle PME, le banquier va très souvent chez le client. Il est rarement attentiste à son bureau. On peut recevoir du public, mais ce n'est pas la vocation du segment clientèle entreprise, puisqu'on va régulièrement voir le client. D'une part, ça lui fait plaisir, ça nous fait plaisir. Ça permet bien sûr de garder une proximité, de bien sûr bien connaître l'activité, de la voir évoluer. Et voilà. De pouvoir mieux appréhender ses besoins, mieux comprendre ses demandes lorsqu'il les adresse. Oui, tout à fait. Voilà. L'intérêt d'une fréquence de rendez-vous importante et de partage, on va dire, d'informations dans les deux sens, bien entendu, mais ça permet de couvrir au mieux le besoin et d'accompagner la croissance. Bien sûr. Est-ce que ces relations-là, cette relation de proximité, comment est-ce qu'elle a évolué et est-ce qu'elle a évolué et comment avec le Covid? Alors, oui, elle a évolué, effectivement. Alors, comme on le disait, la fréquence de relation a toujours été assez forte, la présence chez le client. Pour autant, bien sûr, le Covid a créé des mesures sanitaires qui ont imposé une distanciation, par définition. Et la rupture s'est faite, enfin physique en tout cas, tout au moins dans un premier temps, pour les bonnes raisons. Pour autant, les contacts ont continué par téléphone, les entreprises ont eu besoin, visioconférence, mais effectivement, à juste titre, dans le contexte des prêts garantis par l'État, effectivement, il y a eu une proximité renforcée, en tout cas une accélération du traitement des besoins, puisque ça a été une période, un véritable rush. Les demandes sont arrivées de tous les côtés. Et bien sûr, il a fallu assumer ce qui a été fait par l'ensemble du réseau bancaire et bien entendu par le groupe Société Générale. Donc, ça a été un moment aussi un peu plus de partage, de difficulté, parce qu'effectivement, tout le monde était dans la surprise et dans l'incertitude. Donc, le fait d'avoir répondu présent dans des délais très, très sympathiques, voire historiquement exceptionnels, parce qu'on n'a jamais pu traiter un tel volume de dossiers sur un produit qui était nouveau, en plus, qui plus est, tant sur le plan juridique que financier. Donc, ça a permis de renforcer le soutien. Et puis, bien sûr, ça a créé, ça a renforcé, on va dire, parce que les liens étaient déjà très forts, mais ça a effectivement renforcé les liens auprès de la clientèle, de se sentir soutenu et accompagné. Alors, vous parliez de ces fameux PGE, de ces prêts garantis par l'État. Quel bilan vous en tirez au sein de la Société Générale ? Comme je l'ai dit, une période de rush et de stress, tant pour les demandeurs que pour les établissements qui le mettent en place. Mais globalement, c'était une mesure qui était totalement appropriée à la situation. Ça a été une mesure qui a permis de rassurer avant tout, de ne pas céder à la panique, de pouvoir gérer l'urgence
pour les entreprises. Et ça représente quand même des volumes assez conséquents, hein, pour ce qui est du périmètre donc des Alpes-Maritimes. Sur les deux marchés que j'ai évoqués, donc les professionnels et le marché entreprise, il a été distribué donc 235 millions de PGE. Et pour l'équipe du centre d'affaires entreprise, donc PME, il a été distribué 124 millions de PGE, ce qui représente un volume de 300 dossiers, ce qui fait un dossier moyen. Bon, la moyenne, ça veut tout dire et pas dire grand-chose, mais pour autant, ça donne un ordre de grandeur, un dossier moyen à 420 000 euros. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a eu quand même une injection massive de capitaux pour sauvegarder effectivement la pérennité immédiate de l'entreprise. Et en soi, c'est une belle réussite. Dont on sait qu'une grande partie de ces PGE n'a pas été consommée. Voilà. Alors, c'est très difficile d'avoir des stats très, très fines, mais pour autant, voilà, ce qui sort d'un certain consensus, que ce soit auprès de la Société Générale ou des confrères, on va dire que à peu près la moitié de ces PGE sont réellement été appréhendés comme un filet de sécurité, hein, dans l'incertitude totale, donc ils n'ont pas vraiment été consommés. Hein. Bon, le reste, bien sûr, l'a été, tout ou partie, hein, mais globalement, effectivement, ils ont été utilisés à bon escient, hein, c'est surtout ça. Hein, c'était pas entre guillemets emprunté pour le plaisir, c'était réellement dans un souci premier de sécuriser son avenir à court terme. Ça a joué son rôle. Ça a parfaitement joué son rôle. Voilà, c'était un produit très innovant et qui a parfaitement joué son rôle. Il va falloir entendre encore quelques mois pour avoir réellement du recul et tirer un bilan. Mais est-ce que là, on peut dire que les entreprises, le tissu économique est en sortie de crise aujourd'hui? Alors, globalement, oui. Alors, pour l'industrie, c'est un peu plus vrai, hein, parce que c'est un domaine d'activité, bien sûr, qui a été chahuté, hein, par rapport à des thématiques qui ont été évoquées hier, hein, du coût des matières premières, des délais d'approvisionnement, de l'incertitude des carnets de commandes. Donc, bien sûr, il a été affecté. Pour autant, c'est un secteur qui résiste un peu mieux que le tourisme, en tout cas, hein, que l'hébergement et la restauration, très impacté. Donc, globalement, on perçoit que le pire est derrière. Voilà. On a retrouvé un certain engouement, il y a un appétit pour l'investissement. Donc, on est plutôt sur la bonne voie. Voilà. Malgré tout, effectivement, l'industrie aujourd'hui particulièrement est touchée par des problématiques amplifiées, ce coût des matières premières, ces difficultés d'approvisionnement, le coût, les délais de transport. Quel rôle peut jouer la banque, la Société Générale, quel rôle peut jouer son banquier pour une entreprise face à ces difficultés aujourd'hui? Alors, la banque dispose toute une palette, hein, de concours bancaires, hein, par définition, qui servent à répondre aux besoins. Donc, dans ce contexte particulier de délai, bien sûr, c'est surtout le besoin en fonds de roulement qui va être impacté, hein, puisqu'on va cumuler à la fois des stocks qui durent, hein, qui vont s'écouler moins vite auprès des clients de nos clients. On va cumuler donc des immobilisations par rapport au délai de transport, hein, des incertitudes, des surcoûts. Donc, en règle générale, soit le PGE avait un petit peu anticipé ce besoin-là, hein, cet effet panique et ces tensions dans les deux sens, hein, donc il a servi à ça, soit effectivement les lignes court terme traditionnelles, hein, donc facilité de caisse par exemple, sont là pour effectivement couvrir ce qu'on appelle le cycle d'exploitation qui a été perturbé. Voilà. Donc c'est pour ça que l'industrie, entre guillemets, est un secteur que la banque apprécie particulièrement, hein, parce que ça crée de la valeur, hein, bien entendu, c'est tout à fait noble. Et puis ça permet, un client industriel permet en fait d'exploiter, si j'ose dire, la totalité de la palette des services bancaires, notamment sur les financements, puisqu'on vient d'en parler, le cycle d'exploitation est couvert, hein, par diverses formules de crédit, la facilité de caisse, l'escompte, éventuellement la facturage, hein, pour financer le poste client. Et effectivement, cette activité industrielle cumule en fait des délais clients, des stocks importants de matières premières, de produits semi-finis, de produits finis et des délais d'encaissement. Donc, tout ce mix, c'est qu'ils ont un cycle d'exploitation assez dense et qui a besoin d'être financé, donc soit par les fonds propres si l'entreprise a un historique et un matelas de trésorerie, soit effectivement par rapport aux services bancaires sur le besoin du cycle d'exploitation. Et puis, ça permet aussi de couvrir l'investissement, parce que par définition, l'industrie est une activité capitalistique qui génère régulièrement des investissements, souvent des machines, bien entendu, que la banque est très fière de financer, soit sous forme de crédit classique, soit sous forme de crédit bas immobilier. Et puis, pourquoi pas aussi des bâtiments, puisqu'on l'espère, en tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir quand un client s'agrandit, voilà, et puis il a besoin d'augmenter sa capacité de production, sa surface, donc on finance aussi des bâtiments. Donc c'est pour ça que c'est un domaine où l'accompagnement bancaire trouve tout son sens. Global. Très bien. Un grand merci, Stéphane Marquier, merci à vous pour votre éclairage. Pour votre merci accueil. beaucoup, Stéphane Marquier, directeur de clientèle commerciale au sein de la Société Générale. Merci, bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Pierre-Jean Mazzoni, est-ce que vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît?
Bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur commercial de Developtimum, société de portage salarial basée à Sophia Antipolis. Présentez-nous avant de parler de l'activité de cette entreprise. Alors, Developtimum a été créé en 2014, il y a 7 ans, pour répondre à un besoin de plus en plus express des entreprises, notamment de la volonté de certains salariés ayant acquis une expérience professionnelle avérée de devenir indépendant. Donc, le portage salarial permet aujourd'hui à des salariés ou des professionnels qui ont un désir d'évoluer en tant qu'indépendant, tout en bénéficiant du statut de salarié. Tout secteur. Tout secteur, sauf quelques professions spécifiques qui sont réglementées, notamment des professions comme les professions libérales, les médecins, les architectes, les pharmaciens. Tout cela n'est pas éligible au portage salarial, ainsi que certaines activités comme l'artisanat et autres métiers qui ne rentrent pas dans le cadre du portage salarial. Sinon, dans tous les autres secteurs, tous les secteurs d'activité, absolument, à condition que le consultant qui a une mission est un client qui soit B2B, entreprise à entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le cadre dans lequel nous, on s'inscrit. Le portage salarial existe depuis plus de 30 ans. Donc, c'est un dispositif qui est rassurant, qui est encadré, très encadré, puisque nous faisons partie depuis 2017, on a une convention collective. En 2015, nous avons inscrit l'ordonnance au Code du travail, donc c'est quelque chose qui est réglementé et très encadré. Donc, c'est sécurisant à la fois pour l'indépendant qui rejoint notre société de portage, mais aussi pour sa clientèle qui lui permet d'avoir effectivement un crédit par rapport à une activité émise par un consultant. Voilà. Si je vous dis que ça semble méconnu, vous êtes d'accord ou c'est juste une impression? Je suis assez d'accord, malgré le fait que nous travaillons beaucoup, nous œuvrons beaucoup sur le terrain aujourd'hui. Quand je dis nous, c'est tous les acteurs du portage salarial en France. Il y a à peu près 600 acteurs, donc c'est pas rien. Et puis, depuis 10 ans, effectivement, on progresse, puisqu'aujourd'hui, quelques chiffres rapidement, le travail d'évangélisation que nous avons fait chacun commence à porter réellement ses fruits, puisqu'on est passé de 10 000 consultants, donc il y a à peu près 10 ans, pour arriver à 100 000 en 2019. Ah oui. Donc la croissance est exponentielle, elle est là. 20% de croissance annuelle dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes, donc on est très satisfait de ça, bien sûr. Néanmoins, effectivement, encore un travail auprès des entreprises. Les gens ont entendu porter, on connaît portage salarial, mais on ne sait pas toujours exactement de quoi il s'agit réellement. Donc ça, c'est notre travail aussi au quotidien, de développer un peu ce niveau d'information. Voilà. Est-ce qu'il y a on peut sentir une accélération? J'ai envie de dire que vous êtes dans le sens de l'histoire, de la société. Oui. On parle beaucoup de flexibilité, absolument, de travail, de télétravail, tout à fait. En tout cas de repenser la manière de travailler. Tout à fait. Est-ce que là, du coup, ça s'y prête? Complètement. Je dirais qu'aujourd'hui, le portage salarial est un système, un dispositif très innovant, moderne et innovant, à la fois pour la personne qui décide de devenir indépendant, parce que ça répond aussi à ce désir aujourd'hui. C'est un désir d'autonomie. Au départ, c'est ça qui motive souvent le salarié. Voilà, on a des gens qui évoluent en plan de carrière et qui se disent, arriver à un certain moment, de façon très légitime, je pense avoir une expérience acquise qui est intéressante, j'ai une expertise réelle et avérée, et je peux aller proposer des services. Forcément envie d'être entrepreneur pour autant. Donc, exactement, parce que c'est ça le gros avantage du portage salarial, entre autres, c'est que vous pouvez créer votre entreprise sans que ça vous coûte un centime. C'est-à-dire que vous n'avez pas bénéficié, vous n'avez pas besoin de créer une structure, on va s'occuper, la société de portage. C'est vous qui gérez. C'est nous qui gérons l'ensemble des démarches administratives qui sont souvent considérées comme lourdes, freinantes, donc par rapport au développement du business. Et là, l'avantage, c'est que le consultant va pouvoir se focaliser sur sa mission. C'est-à-dire trouver. Comment vous rémunérez alors? Alors, nous, on a des frais de gestion, ce qu'on appelle une frais de gestion, sur la facturation de notre consultant, ce qu'on va facturer. Quand il y a facturation. Donc, vous attendez qu'il y ait facturation. Absolument. Le portage salarial ne démarre pas tant que notre client, qui est notre consultant, n'a pas trouvé une mission. Le jour où il trouve sa mission, mais effectivement, là, on va mettre en place tout le dispositif contractuel, à savoir un contrat de prestation commerciale à destination de l'entreprise cliente et un contrat de travail à destination du consultant qui va effectuer sa mission auprès de son client. D'accord, donc les risques sont limités. S'il n'y a pas de mission, pas de mission, pas de frais de gestion. Donc, notre rémunération, puisque c'était la question, va se mettre en place et démarrer lorsqu'il y aura une facturation. Voilà. Et donc, le gros avantage, c'est que l'indépendant va être complètement autonome dans sa mission. Sa clientèle lui appartient. En aucun cas, on ne vient récupérer son portefeuille de clients. Il reste propriétaire de sa clientèle. Et puis nous, chaque fin de mois, on va lui transformer sa facturation en bulletin de salaire. Et c'est pour ça que grâce à ce dispositif, il va continuer à pouvoir bénéficier
de Du statut, de tout tout ce qui relève statut, du statut de comme salarié. tous les salariés de France et de Navarre, aujourd'hui, vous avez à avoir effectivement les mêmes couvertures sociales, donc une mutuelle d'entreprise, un bulletin de salaire en fin de mois et un vrai salaire. Voilà. Alors, c'est à lui de trouver ses missions. Hein. Oui, Vous n'intervenez oui, pas là-dessus. Voilà. C'est ce qu'on a. Voilà, les prérogatives du portage salarial s'arrêtent à ce niveau-là. On n'a pas d'obligation de trouver des missions. Alors, quand je dis ça, je peux développer un tout petit peu plus parce que Developtimum Développer quand même a une forme voulu, d'accompagnement. effectivement, aussi. nous, on a la marque Developtimum, donc c'est un groupe sous trois activités principales, le portage salarial, bien sûr, Oui. et puis on a créé une activité de portage commercial qui s'adresse à des gens qui ont déjà une structure pour optimiser leur facturation et leur relation avec leurs clients finaux. Et puis, la troisième, et non la moindre, c'est Developtimum éducationnel. Pourquoi cette troisième activité, qui est en complément direct avec l'activité de portage salarial, puisqu'on s'est rendu compte depuis quelques années que nous pratiquons ce métier, que les consultants indépendants manquaient cruellement d'accompagnement. Eh bien, on s'est dit, ben voilà. Certains avaient tendance Voilà. à vouloir se lancer sans maîtriser, parce que c'est un vrai métier. Peut-être être vraiment fait pour. Tout à fait. Déjà, il y a ça. Est-ce qu'on parle souvent de fibre commerciale, fibre entrepreneuriale. Pour autant, est-ce qu'on peut passer facilement du doigt, Est-ce qu'on passe facilement d'un statut de salarié depuis X années à un statut d'indépendant? Donc, il y a un véritable saut dans l'inconnu qui s'opère. Et là, effectivement, on accompagne. Voilà. Après, s'il le souhaite, bien sûr, si le consultant le souhaite, on va mettre en place un programme d'accompagnement qu'on a créé complètement sur mesure, dédié pour nos consultants. C'est un peu un menu à la carte en fonction des besoins. Éducationnel va aussi un peu plus loin, puisque donc, le module que nous avons créé s'adresse aussi à des cadres dirigeants qui ont besoin d'accompagnement lors de transformation justement d'organisation. Voilà, c'est un sujet très actuel aujourd'hui, hein, notamment sur les questions de bien-être au travail. Est-ce que le management aujourd'hui est en adéquation avec ce que les gens attendent de leur droit dans le lieu de travail? Est-ce que le management aujourd'hui est propice au développement, à l'épanouissement de ses collaborateurs? Voilà, c'est tous ces sujets-là qui sont vraiment d'actualité, qu'on a pris à bras le corps et qu'on commence à développer au sein de Developtimum. Est-ce que vous avez beaucoup de salariés portés dans l'industrie? Alors, dans l'industrie, oui. Alors, mais pas que, mais dans l'industrie, notamment, on a des gens qui travaillent, donc des chefs de projet sur des métiers particuliers, notamment sur des montages très techniques. Donc, voilà, donc des gens qui ont une valeur ajoutée dans leur expertise. On a souvent des missions ponctuelles avec l'industrie. On est très présent aussi, notamment dans le métier du bâtiment. Enfin, on commence dans ce métier-là. Et puis, on a aussi aujourd'hui, puisque nous sommes implantés, on n'en a pas parlé, nous sommes sur Sophia Antipolis depuis 2014, donc au cœur de l'écosystème du monde de l'informatique, la technopole donc de Sophia Antipolis. Et naturellement, on a effectivement une coloration un peu IT. Donc, du coup, on est très présent dans l'industrie informatique aussi, mais pas que. Voilà. Donc, le portage salarial, comme je vous le disais, permet aujourd'hui environ de balayer 700 prestations intellectuelles. Donc, le champ d'application est large. Il est d'autant plus large qu'il est très varié aussi. Voilà. Et ça change quoi concrètement pour l'entreprise? Alors, l'entreprise, on a parlé des avantages effectivement pour le salarié, consultant. Mais voilà, pour le consultant, mais pour l'entreprise, ça change quoi? C'est aussi un gros avantage, puisqu'en fait, pour répondre aux problématiques et aux attentes actuelles des entreprises, c'est-à-dire qu'on parle d'agilité, de flexibilité, eh bien, quoi de plus évident que de mettre une prestation intellectuelle pour un besoin ponctuel à disposition de l'entreprise. L'entreprise n'a réellement rien à faire, si ce n'est que de réaliser, en tout cas de s'acquitter de la facture de son consultant. On va gérer pour elle il n'y a plus d'histoire de gestion des ressources humaines. Il y a complètement, donc, on n'a rien à voir. Donc, le consultant, la prestation intellectuelle délivrée par le consultant ne sera jamais dans la masse salariée de l'entreprise, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une certaine souplesse. Lorsque la mission s'arrête, concrètement, bien, ça se termine entre le consultant et l'entreprise cliente, c'est fini, on en reste là. Si la mission s'est bien déroulée, la prochaine fois, l'entreprise fera probablement appel à ce consultant-là. Donc voilà. Et ce que l'on dit à nos consultants, votre meilleure publicité, ce sont les réalisations, vos missions réussies auprès de vos clients qui vous permettront de développer votre activité de consultant indépendant. Vous les sentez de plus en plus ouvertes, les entreprises, justement, à cette forme-là Écoutez, là, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment, depuis 2 jours, dans un cadre effectivement très intéressant pour nous, puisqu'on croise que des entreprises, notamment dans le monde industriel. Et ces gens-là
Et tous les dirigeants de ces entreprises ont compris effectivement le besoin de venir de temps en temps pallier à des besoins ponctuels de compétences qu'elles n'ont pas en interne et qu'on va pouvoir trouver notamment par le biais du portage salarial. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui commence à faire son chemin. Et nous, avec mon collègue et dirigeant Vincent Maé, on est les premiers à se déplacer, à venir participer à ce genre d'événement. Et on continue à développer, si vous voulez, cette communication sur le portage salarial, qui a besoin effectivement encore d'être qui a besoin un peu de découverte auprès notamment d'une clientèle diverse, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont capables de développer une activité en tant qu'entrepreneur individuel, mais sans pour autant connaître tous les rouages du monde de la création. Donc voilà, on se positionne aussi par là. Et notre ambition en 2022, c'est de développer au niveau national, puisque nous sommes implantés localement, mais depuis quelques mois, donc on a pris notre dimension au niveau national. Et on va continuer comme ça. Merci beaucoup. Avec Bonne plaisir. continuation. Alors, merci beaucoup, Pierre-Jean Mazzoni, groupe Développement. Merci beaucoup. Mathias Vivier, voulez-vous bien prendre place? Bonjour, Mathias. Agence Bonjour. de communication à Nice, KZN. Oui. On prononce comme C'est ça exact. ou il y a un jeu de mots KZN, oui, c'est la contraction de Kaizen. Alors, expliquez-nous. Kaizen vient de l'industrie d'ailleurs. Ouais. C'est une technique d'amélioration permanente qui nous vient du Japon, particulièrement Toyota à la base, et, avec un process très intéressant pour l'amélioration constante des process. Vous êtes implanté à Nice depuis quand Alors, on est à Nice depuis 2014 maintenant, 7 ans. D'accord. Vos clients, dans quel secteur on les trouve? Alors, principalement issus des services à la base. On s'intéresse de plus en plus à l'industrie. Dans le cadre d'une naturellement, ça se fait au départ plus facilement avec les services. Exactement, il y a une cette culture, conscience de la communication. il y a une culture plus forte, plus historique dans le milieu des services. Et notre rôle, c'est d'amener justement cette culture et d'amener la soif de communication pour tous les acteurs de l'industrie également. Alors déjà, à la base, quand on parle de communication digitale, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? Parce qu'on entend beaucoup ce terme de communication. Oui, exactement. La digitalisation et est d'actualité. On met quoi en fait? Qu'est-ce qu'on propose à une entreprise? On peut partir d'ailleurs hors digital. Je pense que l'aspect, on parle de branding, d'identité de marque, d'image. C'est avant même le digital qui reste un canal, mais pas le seul. Et avant, on travaille sur l'identité de marque. On va aider une entreprise à vraiment caractériser sa marque, définir ses valeurs et ensuite la transmettre à travers un message simple et un message qui soit audible. Les marques ou les entreprises ont tendance à vouloir tout dire, à vouloir tout exposer, comme on peut le voir parfois sur une banderole avec la quasi-totalité d'un PowerPoint. Notre rôle, pas le recul nécessaire. Exactement. Cibler. Notre rôle, c'est d'aider à véhiculer un message, voire deux maximum, et à travailler sur cette identité de marque. Donc ça, c'est vraiment le premier travail. Et ensuite, la digitalisation, oui, les canaux sur Internet, ça peut être le site Internet, on peut parler des réseaux sociaux, pourquoi pas aussi les newsletters via les emails et tous les autres canaux possibles. On a gagné à peu près 5 ans, puisque le Covid n'a pas eu que des effets néfastes, mais on a gagné à peu près 5 ans de développement, de prise de conscience, en tout cas sur cette importance-là. Je pense à la génération de leads, que quand on s'est retrouvé avec des entreprises plus qu'avec Internet, où sont les clients, comment trouver des clients. Et là, on a développé des campagnes spécifiques à ce moment-là, de génération de leads, de formulaires de contact, qui sont bien souvent le nerf de la guerre pour beaucoup d'entreprises dans l'industrie. Bien sûr. Est-ce que pour autant, malgré cette prise de conscience accélérée, contrainte par le Covid, est-ce que toutes les entreprises, honnêtement, avec lesquelles vous discutez, quel que soit leur secteur, ont conscience que, franchement, travailler sa communication, ce n'est pas optionnel, ça n'est plus? Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que la prise de conscience est longue. Ouais. C'est de plus en plus le cas, mais on a un œil bienveillant sur des acteurs qui ont des produits exceptionnels, qui ont des innovations remarquables, mais qui parfois ne s'intéressent pas, ou peu en tout cas, à la communication et à la façon de faire connaître, faire savoir cette innovation ou ce produit auprès de leurs clients potentiels. Et notre rôle, c'est de les sensibiliser et ensuite de les accompagner pour faire connaître leurs produits. On a mis en place notamment un forfait unique de communication
c'est quelque chose d'assez neuf dans le métier, c'est-à-dire de leur proposer un forfait unique mensuel qui englobe toutes les missions de communication dont ils auraient besoin. Ça peut être quoi alors? Alors, ça peut Qu'est-ce être, que vous mettez dans ce on peut forfait? avoir, je vais repartir de la newsletter, envoyer une newsletter mensuellement, ce qui serait déjà un premier objectif parfois, la concevoir, suivre ensuite Ça, c'est vous sa qui diffusion. qui Donc, gérez intégralement on s'occupe de tout. le fond, Voilà, le l'envoi, fond, bien sûr, en lien oui, avec bien l'entreprise, sûr, mais en tout cas, la c'est vous, rédaction, voilà, c'est vous qui la mise en gérez. forme, D'accord, l'expédition, le on délègue suivi. ça. Donc, on peut avoir la newsletter. Ensuite, la génération de leads dont je parlais peut faire partie aussi de campagnes, notamment en Google Ad Search. Donc, les personnes qui vont exprimer une requête sur Internet, qui vont chercher ce type de produit sur Internet. Notre rôle sera vraiment de proposer le produit de l'entreprise en première position ou dans le top position Vraiment, sur le moteur de recherche pour avoir une chance je sais que c'est de capital. proposer le produit. Exactement. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise, des dirigeants qui, franchement, vous dites, alors peut-être suivant le secteur, peut-être suivant la génération aussi, vous disent, bon, je sais que c'est important, occupez-vous-en, je sais que c'est important, moi, ça ne m'intéresse pas en gros, mais il faut l'avoir. Est-ce qu'il y en a qui vous délèguent un peu Oui, vraiment complètement. Je pense quand même qu'aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise en ont pris conscience. Voilà. Certains l'ont pris à bras-le-corps en interne et c'est très bien. On remarque quand même que les équipes en interne sur les métiers de la communication sont relativement peu nombreuses. Beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de métier de communication interne, voire une personne. Et avec cette personne, où on cherche qu'elle soit complètement polyvalente. Alors, c'est complètement impossible en 2021. On voudrait qu'une personne en interne fasse tous les métiers de la communication, voire même lui demander de s'occuper de l'IT ou autre. Oui, parce qu'au final, on mélange beaucoup de choses dans la communication. On met beaucoup de choses dans ce chapeau. C'est les réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, on parle d'un community manager. C'est devenu un métier à part entière, enfin, un poste à part entière. Oui. Donc, on met beaucoup de choses. On met beaucoup de choses. Parfois, le dirigeant lui-même, étant pas familier avec les métiers de la communication, parfois lui-même a une notion relativement floue de ces métiers. Qui se sont complexifiés ces dernières années, certains métiers n'existaient même pas il y a encore 5 ans. Et ils vont continuer d'évoluer, continuer non-stop d'évoluer. Exactement. Et notre rôle, c'est vraiment, on travaille sur de l'externalisation de la communication parce qu'il est impossible pour la plupart des entreprises d'embaucher 5, 10, 15 personnes en communication, ce qui devrait être le cas vraiment si on voulait avoir chaque métier en interne. Il faudrait vraiment avoir 5, 10 ou 15 personnes selon la taille de l'entreprise. Notre rôle, c'est d'arriver et de mettre à disposition des experts de communication chacun dans leur métier, au service de ces entreprises. On le fait avec ce forfait unique dont je parlais mensuel, et on le fait de manière très souple, parce qu'on estime qu'en 2021, on doit pouvoir continuer à faire appel à nos services uniquement si on est satisfait. Combien de personnes travaillent au sein de l'agence? Alors, on a une équipe agile de 6 à 12 personnes en fonction des périodes, en fonction des projets, notamment avec des experts parfois très pointus dans certains domaines qui interviennent uniquement quand la mission le nécessite. D'accord. Vos clients, ils sont principalement locaux ou vous avez Alors, un peu plus loin? on est implanté à Nice, sur la Côte d'Azur, donc on va dire que moitié, 50% environ des clients sont sur la Côte d'Azur, mais on a de plus en plus de clients aussi dans d'autres régions. On a des clients qui sont parfois en réseau, qui ont des points de vente, qui ont des distributeurs qui sont basés ailleurs sur le territoire, et dans ce cas-là, ça nous amène à visiter d'autres villes également. Qu'est-ce qui va faire peut-être votre valeur ajoutée numéro 1? Quelle va être, parce que des agences de communication, quand on ne sait pas comment faire de la communication, mais qu'on veut en faire et qu'on est un industriel, un dirigeant, comment on fait pour… Je pense que l'offre est pléthorique, complètement. Comment on fait le choix? Ce qu'il faut bien penser, c'est que la communication, à nos yeux, est au service du développement commercial. Ça, c'est une particularité. Parce que parfois, certains acteurs sont dans la communication, ont toujours été dans la communication et restent peut-être un petit peu trop dans leur monde. Dans mon parcours et dans le parcours des collaborateurs, on a tous une expérience, ce qu'on appelle chez l'annonceur en entreprise, et pas uniquement dans le monde de l'agence de communication. Ce qui nous permet d'avoir un regard à la place de ces dirigeants, de ces entrepreneurs, et de comprendre que notre rôle est uniquement au service du développement du chiffre d'affaires et pas pour la communication. C'est le business, c'est pas… Exactement. Voilà. Et un deuxième point qui est intéressant, c'est vraiment ce mélange qu'on a fait entre des communicants expérimentés, on va dire d'un certain âge, et des digital natives aussi, des plus jeunes qui viennent complètement bousculer les codes, qui viennent avec des
des savoir-faire avec vraiment des idées, avec une énergie remarquable. Et l'agence est composée de ces deux profils. On va avoir voilà, quelques personnes très, très expérimentées, mais avec des jeunes exceptionnels aussi. Merci beaucoup, Mathias Merci Vivier, pour votre témoignage. Merci. Agence KZN à Nice. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Fameux PGE, de ces prêts garantis par l'État, quel bilan vous en tirez au sein de la société générale? Comme je l'ai dit, une période de rush et de stress, tant pour les demandeurs que pour les établissements qui l'ont mis en place. Mais globalement, c'était une mesure qui était totalement appropriée à la situation. Ça a été une mesure qui a permis de rassurer avant tout, de ne pas céder à la panique, de pouvoir gérer l'urgence pour les entreprises. Et ça représente quand même des volumes assez conséquents pour ce qui est du périmètre donc des Alpes-Maritimes. Sur les deux marchés que j'ai évoqués, donc les professionnels et le marché entreprise, il a été distribué donc 235 millions de PGE. Et pour l'équipe du centre d'affaires entreprise, donc PME, il a été distribué 124 millions de PGE, ce qui représente un volume de 300 dossiers, ce qui fait un dossier moyen. Bon, la moyenne, ça veut tout dire et pas dire grand-chose, mais pour autant, ça donne un ordre de grandeur, un dossier moyen à 420 000 €. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a eu quand même une injection massive de capitaux pour sauvegarder effectivement la pérennité immédiate de l'entreprise. Et en soi, c'est une belle réussite. Dont on sait qu'une grande partie de ces PGE n'a pas été consommée. Voilà. Alors, c'est très difficile d'avoir des stats très, très fines, mais pour autant, voilà, ce qui sort d'un certain consensus, que ce soit auprès de la Société Générale ou des confrères, on va dire que à peu près la moitié de ces PGE sont réellement été appréhendés comme un filet de sécurité dans l'incertitude totale, donc ils n'ont pas vraiment été consommés. Bon, le reste, bien sûr, l'a été, toute partie, mais globalement, effectivement, ils ont été utilisés à bon escient. C'est surtout ça. C'était pas entre guillemets emprunté pour le plaisir. C'était réellement dans un souci premier de sécuriser son avenir à court terme. Ça a joué son rôle. Ça a parfaitement joué son rôle. Voilà, c'est un produit très innovant et qui a parfaitement joué son rôle. Il va falloir entendre encore quelques mois pour avoir réellement du recul et tirer un bilan. Mais est-ce que là, on peut dire que les entreprises, le tissu économique est en sortie de crise aujourd'hui? Alors, globalement, oui. Alors, pour l'industrie, c'est un peu plus vrai, parce que c'est un domaine d'activité, bien sûr, qui a été chahuté par rapport à des thématiques qui ont été évoquées hier, du coût des matières premières, des délais d'approvisionnement, de l'incertitude des carnets de commandes. Donc, bien sûr, il a été affecté. Pour autant, c'est un secteur qui résiste un peu mieux que le tourisme, en tout cas, que l'hébergement et la restauration, très impacté. Donc, globalement, on perçoit que le pire est derrière. Voilà. On a retrouvé un certain engouement, il y a un appétit pour l'investissement. Donc, on est plutôt sur la bonne voie. Voilà. Malgré tout, effectivement, l'industrie aujourd'hui particulièrement est touchée par des problématiques amplifiées, ce coût des matières premières, ces difficultés d'approvisionnement, le coût, les délais de transport. Quel rôle peut jouer la banque, la Société Générale, quel rôle peut jouer son banquier pour une entreprise face à ces difficultés aujourd'hui? Alors, la banque dispose d'une toute une palette de concours bancaires, par définition, qui servent à répondre aux besoins. Donc, dans ce contexte particulier de délai, bien sûr, c'est surtout le besoin en fonds de roulement qui va être impacté, puisqu'on va cumuler à la fois des stocks qui durent, qui vont s'écouler moins vite auprès des clients de nos clients. On va cumuler donc des immobilisations par rapport au délai de transport, des incertitudes, des surcoûts. Donc, en règle générale, soit le PGE avait un petit peu anticipé ce besoin-là, cet effet panique et ces tensions dans les deux sens, donc il a servi à ça, soit effectivement les lignes court terme traditionnelles, donc facilité de caisse par exemple, sont là pour effectivement couvrir ce qu'on appelle le cycle d'exploitation qui a été perturbé. Voilà. Donc c'est pour ça que l'industrie, entre guillemets, est un secteur que la banque apprécie particulièrement, parce que ça crée de la valeur, bien entendu, c'est tout à fait noble. Et puis ça permet, un client industriel permet en fait d'exploiter, si j'ose dire, la totalité de la palette des services bancaires, notamment sur les financements, puisqu'on vient d'en parler, le cycle d'exploitation
est couvert par divers formules de crédit, la facilité de caisse, l'escompte, éventuellement la facturage pour financer le poste client. Et effectivement, cette activité industrielle cumule en fait d'aider les clients, des stocks importants de matières premières, de produits semi-finis, de produits finis et des délais d'encaissement. Donc, tout ce mix fait qu'ils ont un cycle d'exploitation assez dense et qui a besoin d'être financé, donc soit par les fonds propres si l'entreprise a un historique et un matelas de trésorerie, soit effectivement par rapport au service bancaire sur le besoin du cycle d'exploitation. Et puis, ça permet aussi de couvrir l'investissement, parce que par définition, l'industrie est une activité capitalistique qui génère régulièrement des investissements, souvent des machines, bien entendu, que la banque est très fière de financer, soit sous forme de crédit classique, soit sous forme de crédit bas immobilier. Et puis, pourquoi pas aussi des bâtiments, puisqu'on l'espère, en tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir quand un client s'agrandit, voilà, et puis il a besoin d'augmenter sa capacité de production, sa surface, donc on finance aussi des bâtiments. Donc c'est pour ça que c'est un domaine où l'accompagnement bancaire trouve tout son sens. Global. Très bien. Un grand merci, Stéphane Marquis, merci à vous pour votre éclairage. pour votre merci accueil. beaucoup, Stéphane Marquis, Bon directeur de clientèle commerciale au sein de la Société Générale. Merci. Bon après-midi à vous.